J'ai acheté un voyage de luxe en Europe pour mes parents. À la porte, maman m'a tendu les sacs de ma sœur au chômage. Elle est épuisée, alors nous l'emmenons à ta place, a-t-elle souri. Je n'ai rien dit. Le karma a pris le relais. Je m'appelle Carter. J'ai 34 ans, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai essayé d'acheter ma place dans ma propre famille. Pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé dans cette allée, vous devez comprendre les fondations sur lesquelles ma famille s'est construite. J'ai grandi dans un modeste quartier ouvrier de la banlieue de Chicago. Le genre d'endroit où les maisons étaient petites, les toits avaient toujours besoin d'être réparés, et le bruit des moteurs fatigués se garant dans les allées à des heures tardives était la bande sonore constante de nos vies. Mon père, Richard, était un homme bon, mais fatigué. Il faisait des doubles quarts de travail dans une usine de fabrication, rentrant à la maison avec une odeur de graisse industrielle et de café bon marché. Ma mère, Margaret, jonglait avec un emploi du temps épuisant en tant qu'infirmière de nuit tout en empêchant notre foyer de s'effondrer. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour subvenir à nos besoins, et je les respecte profondément pour cela. Mais il y avait une ligne invisible tracée en plein milieu de notre salon, me séparant de ma jeune sœur, Vanessa. Vanessa a 3 ans de moins que moi, mais aux yeux de mes parents, elle aurait tout aussi bien pu être une délicate poupée de porcelaine qu'il fallait protéger des dures réalités du monde. Moi, en revanche, j'étais le bourreau de travail. J'ai réalisé très tôt, peut-être vers l'âge de 10 ans, que ma valeur dans cette famille était directement liée à mon utilité. Ma valeur était mesurée par ce que je pouvais faire, ce que je pouvais réparer, et finalement ce que je pouvais payer. Pendant que je distribuais des journaux à 5 heures du matin dans le vent glacial de Chicago pour payer mes propres fournitures scolaires, Vanessa dormait. Quand j'ai demandé de l'aide pour mes candidatures à l'université, mes parents m'ont dit qu'ils étaient trop épuisés et que j'étais assez intelligent pour me débrouiller seul. Mais quand Vanessa a eu besoin d'un costume pour une pièce de théâtre au collège qu'elle a finalement abandonné, ma mère est restée éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour le coudre. J'étais la personne fiable, la personne forte, celle qui n'avait pas besoin d'attention. Vanessa était l'âme créative fragile qui avait besoin d'une validation constante et d'un soutien financier. Je ne la détestais pas pour cela à l'époque. Je l'acceptais simplement comme l'ordre naturel de l'univers. J'ai intériorisé cette croyance toxique selon laquelle je devais gagner l'amour de mes parents par des actes de service et une indépendance financière, tandis que Vanessa méritait simplement leur amour juste en respirant. Je pensais que si je devenais assez prospère, assez fiable, assez parfait, un jour il me regarderait avec la même adoration inconditionnelle qu'il lui réservait. J'avais tout faux. Cette injustice fondamentale, ce conditionnement silencieux et insidieux ont préparé le terrain pour des décennies d'exploitation émotionnelle. Je suis devenu la poule aux œufs d'or et ma sœur est devenue le cas de charité bien-aimée. L'écart entre Vanessa et moi n'a fait que se creuser lorsque nous sommes entrés dans la vingtaine. Nos vies ont pris des trajectoires complètement différentes, construites sur les rôles que nos parents nous avaient assignés. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention, j'ai obtenu une bourse partielle et j'ai occupé 2 emplois à temps partiel pour couvrir le reste de mon diplôme en informatique. Ma vingtaine n'a pas été une période d'exploration ou de découverte de soi. Ce fut un marathon brutal alimenté par l'anxiété. J'ai vécu de nuits instantanées bon marché, partageant un appartement exigu et moisi avec 3 colocataires désordonnés juste pour économiser quelques centaines de dollars par mois. J'ai pris un risque énorme et j'ai fondé une entreprise de logiciels de soins de santé avec un ami d'université. Pendant des années, j'ai à peine dormi. Je faisais des crises de panique dans la salle de bain à 3 heures du matin, me demandant comment j'allais payer les salaires. J'ai sacrifié mes relations, mes loisirs et ma propre santé mentale pour construire quelque chose de stable. Et je l'ai fait. À la fin de ma vingtaine, l'entreprise a décollé. J'ai finalement atteint la liberté financière vers laquelle j'avais couru toute ma vie. Je pensais que mes parents seraient fiers. Ils l'étaient d'une manière distante, mais leur attention principale était, comme toujours, portée sur Vanessa. Le parcours de Vanessa au début de l'âge adulte a été une classe de maître en incompétence instrumentalisée. Elle a rebondi d'une université à l'autre, changeant de matière principale 4 fois différentes. Communication, histoire de l'art, sociologie, quelque chose impliquant le bien-être holistique. Il lui a fallu 6 ans pour obtenir une licence entièrement financée par les économies décroissantes de mes parents. Et quand elle a finalement obtenu son diplôme, le vrai cirque a commencé. Vanessa n'a jamais pu conserver un emploi. Elle était embauchée comme coordinatrice des médias sociaux ou responsable de vente au détail,
publiait en ligne des photos agressivement enthousiastes pendant environ un mois, puis démissionnait brusquement. Ses excuses étaient toujours les mêmes. Le manager était toxique. L'environnement étouffait sa créativité. Elle n'était pas en phase avec la culture d'entreprise. Mes parents ont cru à chaque excuse. Au lieu de lui dire de grandir et de payer son propre loyer, ils l'ont encouragée. Lorsqu'elle quittait un emploi sans préavis, mon père faisait un chèque pour couvrir son bail. Lorsque sa voiture tombait en panne parce qu'elle ne prenait jamais la peine de faire la vidange, ma mère puisait dans un fonds de retraite pour la faire réparer. Je regardais cela de la touche, en me mordant la langue. Je m'asseyais dans mon bureau, examinant des contrats juridiques et gérant une équipe de 50 personnes, tout en faisant défiler les médias sociaux de Vanessa. Elle publiait des photos d'elle dans des endroits de brunch chers ou lors de retraites de yoga impromptues, en les légendant avec des citations sur le fait de prendre soin de soi et de protéger sa paix. C'était exaspérant. Je me tuais à la tâche pour construire un avenir pendant qu'elle traitait nos parents vieillissants comme un distributeur automatique de billets sans fin. Mais je n'ai jamais rien dit. J'ai joué le bon fils. J'ai gardé mes distances et je les ai laissés vivre leur illusion jusqu'à ce que son chaos menace finalement de détruire la seule chose qui restait à mes parents. Le point de rupture, ou du moins la préquelle de la trahison ultime, s'est produit il y a 3 ans. Vanessa a décidé qu'elle allait devenir entrepreneuse. Elle s'est convaincue qu'ouvrir une boutique en ligne vendant des cristaux spirituellement purifiés hors de prix et des écharpes importées était sa véritable vocation. Bien sûr, elle n'avait aucun plan d'affaires, aucune stratégie marketing et absolument aucune notion des marges bénéficiaires. Elle a atteint le plafond de 3 cartes de crédit différentes, achetant un inventaire dont personne ne voulait. En l'espace de 6 mois, l'entreprise s'est effondrée complètement. Elle s'est retrouvée avec des boîtes de pierres inutiles dans son salon et une dette de carte de crédit faramineuse de 30 000 $. Les taux d'intérêt la dévoraient vivement. Lorsque les appels de recouvrement ont commencé, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle est allée pleurer auprès de maman et papa. Je l'ai découvert lors d'un dîner de famille dominical. Mon père, l'air d'avoir 10 ans de plus que son âge réel, a mentionné discrètement que lui et ma mère parlaient à la banque de contracter une deuxième hypothèque sur leur maison pour rembourser la dette de Vanessa. Mon cœur s'est arrêté. Ils approchaient de la 70e. Ils étaient censés prendre leur retraite, pas assumer un fardeau financier massif pour renflouer le projet vaniteux de leur fille de 30 ans. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je suis intervenu. Je leur ai dit que je ferais le chèque et que j'effacerais moi-même la dette de 30 000 $. Ma mère a pleuré et m'a appelé une bénédiction, tandis que Vanessa a marmonné un merci sans conviction et sans établir de contact visuel. Mais j'avais des conditions. J'ai dit à Vanessa que je payais cela à la condition stricte qu'elle assiste à des séances obligatoires de conseil financier avec un conseiller que j'avais engagé, et qu'elle consulte un coach de carrière pour trouver un emploi stable. Elle a accepté. Cela a duré exactement 2 semaines. Elle a assisté à 2 séances avec le conseiller financier, puis l'a ignoré. Quand je l'ai confrontée, elle a explosé contre moi, affirmant que le conseiller était condescendant et ne comprenait pas son approche non traditionnelle de la richesse. Quand j'ai dit à mes parents de la tenir pour responsable, ma mère l'a en fait défendue. Elle m'a dit que j'étais trop rigide, que Vanessa avait une âme sensible, et que je ne devais pas utiliser mon argent pour contrôler ma sœur. J'étais furieux. Je venais de remettre 30 000 $ pour sauver leur maison. Et d'une certaine manière, j'étais le méchant pour m'attendre à une responsabilité de base. Je m'en suis plaint à mon meilleur ami, Derek. Derek est une personne franche et il n'a pas mâché ses mots. Nous étions assis dans un bar et il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu te rends compte que tu finances ton propre abus émotionnel, n'est-ce pas? Il ne te respecte pas. Il t'utilise juste pour nettoyer ses dégâts. » Je me suis mis sur la défensive. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas la dynamique familiale. Je lui ai dit que je faisais juste ce qu'un bon fils fait. En y repensant, je sais que Derek avait tout à fait raison. J'étais dans un profond déni. Je m'accrochais encore désespérément à l'espoir que si je résolvais suffisamment de leurs problèmes, ils me feraient enfin passer en premier. Je voulais tellement une famille normale que j'étais prêt à payer 30 000 $ juste pour maintenir l'illusion en vie. C'est cet espoir toxique qui m'a poussé à planifier le voyage. L'année dernière, le 40e anniversaire de mariage de mes parents approchait. Je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue des mois auparavant, où ma mère avait mentionné avec nostalgie qu'il n'avait jamais vraiment eu de vraie lune de miel.
Quand ils se sont mariés, ils étaient fauchés. Ils ont passé un week-end dans un motel bon marché près d'un lac parce que c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Pendant 40 ans, ils avaient tout sacrifié, repoussant leurs propres rêves pour nous élever. Surtout pour financer Vanessa, pour être honnête, mais ils se sont sacrifiés néanmoins. J'ai décidé que j'allais leur offrir le monde. Je voulais leur offrir une expérience si magnifique, si indéniablement grandiose qu'elle cimenterait de façon permanente ma place dans leur cœur. Je voulais être le fils qui réalisait leurs rêves. Pendant 6 mois entiers, je suis devenu obsédé par la planification des vacances de luxe ultime en Europe pour nous 3. Je n'ai épargné aucune dépense. J'ai tracé un itinéraire de 2 semaines couvrant Paris, Rome et Barcelone. J'ai réservé 3 billets en première classe pour traverser l'Atlantique. J'ai obtenu une suite immense et époustouflante dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur la Tour Eiffel à Paris, un palais historique rénové près du Vatican à Rome et un complexe de luxe en bord de mer à Barcelone. Je n'ai pas seulement réservé des vols et des hôtels. J'ai organisé chaque seconde de l'expérience. J'ai engagé un service de conciergerie mondiale de premier ordre pour gérer la logistique. J'ai réservé des visites privées coupe-fil du Louvre avec un historien de l'art pour ma mère. J'ai organisé un cours de cuisine privé à Rome pour mon père. J'ai obtenu des réservations dans des restaurants exclusifs étoilés au guide Michelin qui nécessitent généralement une liste d'attente de 6 mois. Je suis même allé jusqu'à faire des recherches sur les médicaments spécifiques pour le cœur de mon père afin de m'assurer que nous savions exactement où se trouvaient les pharmacies anglophones les plus proches dans chaque ville. Et j'ai acheté une assurance voyage premium pour nous tous. Chaque nuit passée à coordonner les fuseaux horaires avec les guides touristiques européens, chaque débit massif sur ma carte noire, tout cela en valait la peine. Dans ma psychologie tordue, je n'achetais pas seulement des vacances. J'achetais une validation. Je pensais que lorsque nous serions sur un balcon à Paris, buvant du champagne et regardant les lumières de la ville, ils me regarderaient enfin et réaliseraient ma valeur. Ils me verraient enfin, Carter, non pas comme un portefeuille, non pas comme un filet de sécurité, mais comme un fils qu'ils chérissent. L'anticipation était une excitation que je n'avais jamais ressentie. J'étais tellement aveugle à la réalité que je n'ai même pas remarqué la tempête qui se préparait juste devant moi. La révélation a eu lieu lors de leur dîner d'anniversaire dans un bon restaurant de grillades en centre-ville. J'avais fait imprimer l'itinéraire complet, les confirmations de vol et les brochures d'hôtel sur du papier cartonné lourd et coûteux, placé dans une épaisse enveloppe dorée. Lorsque le dessert est arrivé, j'ai tendu l'enveloppe de l'autre côté de la table. J'ai regardé mon père l'ouvrir, mettre ses lunettes de lecture et parcourir la première page. Il a cessé de respirer pendant une seconde. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, puis il a relu. Quand il l'a tendu à ma mère, la réaction a été instantanée. Elle a fondu en larmes. De vraies larmes de joie, lourdes et incontrôlables. Mon père, un homme qui ne montrait presque jamais d'émotion, a tendu le bras à travers la table, a attrapé ma main et a étouffé un merci. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à y croire. Il m'a dit que c'était la plus grande chose que quelqu'un ait jamais faite pour eux. Pour le reste de la nuit, nous étions dans un bonheur pur. Nous avons parlé de ce qu'ils devaient emballer, du renouvellement de leur passeport, de la nourriture qu'ils voulaient essayer. Pour cette seule nuit, et pour les quelques semaines qui ont suivi, je l'avais. J'avais l'amour pur et l'attention indivise de mes parents. J'avais l'impression d'avoir enfin gagné. Vanessa était visiblement absente de ce dîner. Elle avait envoyé un SMS sur le groupe de discussion familiale quelques heures auparavant, affirmant qu'elle souffrait d'une grave migraine et ne pouvait pas venir. La vérité, je le soupçonne, c'était qu'elle savait que je leur faisais un cadeau important, et elle ne supportait pas de ne pas être le centre d'attention. Lorsque ma mère l'a appelée plus tard dans la soirée pour lui parler du voyage en Europe, la réaction de Vanessa a été pour le moins tiède. Au cours du mois suivant, elle laissait échapper des commentaires passifs-agressifs chaque fois que je la voyais. Elle disait des choses comme « Cela doit être agréable d'avoir autant de revenus disponibles à jeter par les fenêtres » ou « J'aimerais pouvoir aller en Europe, mais certains d'entre nous luttent réellement pour survivre dans cette économie. » Je l'ignorais. J'étais trop occupé à aider mes parents à acheter de nouveaux bagages et à leur acheter des chaussures de marche confortables. J'ai préparé des sacs de voyage personnalisés pour le vol, en les remplissant d'oreillers pour le cou, d'écouteurs à réduction de bruit et de leur collation préférée. Je surfais sur une vague de perfection familiale. J'étais tellement concentré sur le rêve que je n'ai pas réalisé que Vanessa travaillait discrètement et désespérément en coulisses pour tout détruire. Le matin de notre départ était parfait.
C'était une journée fraîche et claire, le genre de temps qui rend les voyages faciles. Mon vol était prévu pour midi et j'avais prévu de venir chercher mes parents à 8h30 du matin pour que nous puissions conduire de manière détendue jusqu'à l'aéroport, nous enregistrer dans le salon de première classe et prendre un verre de célébration avant d'embarquer. Je me suis réveillé à 5h00 du matin, bourdonnant d'adrénaline. J'ai revérifié les documents de voyage, chargé ma valise parfaitement préparée dans le coffre de ma voiture, et placé les sacs de voyage soigneusement sur le siège arrière. J'avais même lavé la voiture la veille au soir. Je voulais que chaque détail de cette journée soit impeccable. Je me suis garé dans leur allée familière pile à l'heure. La maison était silencieuse. J'ai mis la voiture en position de stationnement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, me sentant comme un enfant le matin de Noël. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Mais ce n'était pas mon père qui se tenait là avec son manteau. C'était ma mère. Et elle ne faisait pas rouler sa propre valise bleu foncé. Elle traînait 2 grandes valises rose vif, fortement éraflées. Les valises de Vanessa. Avant même que mon cerveau ne puisse traiter ce que je regardais, ma mère a poussé la poignée de l'une des valises roses vers ma poitrine, me forçant à l'attraper pour l'empêcher de tomber. Elle m'a regardé avec ce sourire éclatant, complètement déséquilibré et maniaque. « Carter », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une douceur fausse et forcée. « Nous avons un léger changement de plan. J'ai besoin que tu mettes les sacs de Vanessa dans ton coffre. » Je l'ai dévisagé. L'air dans mes poumons s'est tout simplement volatilisé. Je ne pouvais pas parler. Ma mère a continué à parler vite pour combler le silence. Vanessa a été tellement déprimée ces derniers temps avec sa recherche d'emploi. Elle est juste épuisée, Carter. Elle a tellement besoin d'une pause. Alors, ton père et moi avons vidé un peu de nos économies et avons acheté un billet en classe économique de dernière minute pour qu'elle s'envole pour Paris aujourd'hui. Nous l'emmenons à ta place. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. L'emmener à ma place. Elle a de nouveau souri, un sourire qui exigeait ma soumission. Puisque tu as déjà payé les hôtels et toutes les visites, tu n'as qu'à nous donner le dossier de voyage avec les numéros de confirmation. Vanessa dormira simplement dans ton lit dans la suite. Tu voyages tout le temps pour le travail de toute façon, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus spécial pour elle. Oh, et chérie, peux-tu te dépêcher et nous conduire à l'aéroport? Nous ne voulons vraiment pas payer de taxi. Tu pourras simplement rentrer chez toi en voiture après nous avoir déposés. J'ai regardé par-dessus l'épaule de ma mère dans le salon. Là, prélassée sur le canapé, se trouvait Vanessa. Elle était déjà habillée avec une tenue d'aéroport chic, tenant une tasse de café et portant une toute nouvelle montre de créateur coûteuse au poignet. Une montre que mes parents lui avaient sans aucun doute achetée pour lui remonter le moral. Elle a croisé mon regard et elle a eu un sourire narquois. Ce n'était pas un sourire de gratitude. C'était le sourire narquois d'un prédateur qui venait de voler la proie de son frère. À ce moment exact, 34 ans de conditionnement se sont brisés. Le petit garçon désespéré qui voulait juste que ses parents l'aiment est mort juste là, sur ce porche d'entrée. Mon esprit est devenu complètement, terriblement froid. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas exigé le remboursement de l'argent. J'ai regardé le visage plein d'attente de ma mère. J'ai regardé la valise rose dans ma main. J'ai simplement ouvert mes doigts et laissé la valise s'écraser sur le porche en béton. Je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis retourné, j'ai descendu les marches, je suis monté dans ma voiture, j'ai enclenché la marche arrière et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai vu ma mère debout sur le porche, la bouche ouverte sous le choc, levant la main comme pour me rappeler. J'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et je les ai laissés dans la poussière. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, s'il vous plaît faites-moi une énorme faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous en me disant de quelle ville vous écoutez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de personnes. Et j'apprécie vraiment votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous dire exactement ce qui s'est passé ensuite, car m'éloigner n'était que le début. Le karma était sur le point de les frapper plus fort qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le trajet de retour jusqu'à mon appartement était flou. Je ne me souviens pas avoir navigué dans la circulation ni avoir garé ma voiture en créneau. Mon corps fonctionnait en pur pilote automatique tandis que mon esprit était piégé dans un vide chaotique et hurlant.
Quand j'ai déverrouillé la porte de mon appartement et traîné ma valise à l'intérieur, le silence des pièces vides m'a frappé avec une force physique. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et je suis resté là, à fixer mon propre salon. Tout dans mon appartement était un monument au voyage que j'avais méticuleusement construit. Sur la table basse se trouvaient les guides de conversation en italien et en français que j'étudiais tous les soirs depuis 3 mois. Soigneusement empilés sur le comptoir de la cuisine se trouvaient les adaptateurs de prises européens, séparés dans de petites pochettes étiquetées pour mes parents afin qu'ils ne se confondent pas. À côté d'eux se trouvaient les étiquettes de bagages en cuir personnalisées que j'avais commandées, avec leurs initiales en relief. J'ai regardé tout cela et pour la première fois depuis que j'étais un petit garçon, j'ai craqué. Je n'ai pas seulement pleuré. Je me suis effondré sur le plancher en bois franc et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Ce fut une libération violente et laide de 34 ans de chagrin réprimé. Je ne pleurais pas seulement pour des vacances gâchées. Je pleurais la réalisation finale et indéniable que mes parents ne m'aimaient pas de la manière dont j'avais besoin qu'ils m'aiment. Je pleurais le fait que j'avais failli me tuer pour construire une entreprise florissante, dans l'espoir de gagner une place à leur table, pour réaliser que je n'avais jamais été invité au dîner en premier lieu. J'étais juste le gars qui payait l'addition. Je suis resté assis sur le sol pendant ce qui m'a semblé être des heures. Lentement, le désespoir écrasant a commencé à se dissiper, remplacé par quelque chose de tout à fait nouveau. Une rage aiguë, glaciale et absolue. Mes parents m'avaient regardé dans les yeux, tenant le voyage que j'avais payé, et m'avaient remplacé avec désinvolture par la sœur qui les avait saignés à blanc. Ils s'attendaient à ce que j'avale simplement l'humiliation, que je remette les confirmations de réservation et que je les conduise à l'aéroport comme un chauffeur non rémunéré. Mon téléphone a commencé à sonner. Ce n'étaient pas mes parents. L'identification de l'appelant affichait un numéro de New York. C'était Sylvia, l'agent principal du service de conciergerie mondiale que j'avais engagé pour gérer notre itinéraire de luxe. Je me suis raclé la gorge, essayant de paraître aussi stable que possible, et j'ai répondu à l'appel. La voix professionnelle et soignée de Sylvia est passée par le haut-parleur. Elle appelait pour faire une confirmation finale sur la visite privée du Louvre prévue pour notre 2e jour à Paris, et elle voulait savoir si ma mère avait des restrictions alimentaires spécifiques pour le petit déjeuner au champagne. La question est restée en suspens. J'ai regardé les documents de voyage posés sur ma table basse. Tout le voyage était réservé à mon nom. C'était ma carte de crédit qui figurait au dossier. J'avais le pouvoir de tout annuler sur le champ. J'aurais pu absorber les frais d'annulation, rester dans mon appartement et passer les 2 semaines suivantes à panser mes blessures. Mais ensuite, cette logique froide a pris le dessus. J'ai pensé au sourire narquois de Vanessa. J'ai pensé au droit effronté de ma mère. J'ai parlé dans le téléphone. Ma voix était complètement plate et résolue. Sylvia, ai-je dit, il y a eu un changement de plan majeur. La visite est toujours maintenue, mais elle ne sera que pour une seule personne, moi. Sylvia n'a pas manqué un battement. Elle a demandé si je voulais annuler les 2 autres billets et modifier les réservations d'hôtel. Je lui ai dit non. Je lui ai dit de garder chaque réservation intacte. La suite de l'hôtel 5 étoiles à Paris, les transferts privés, les dîners étoilés au guide Michelin, la visite du Vatican à Rome. Gardez tout. Mais je lui ai demandé de modifier officiellement chaque réservation, chaque billet et chaque liste d'invités pour passer de 3 personnes à exactement 1 personne. Je lui ai explicitement dit de retirer les noms de mes parents des registres de l'hôtel et des manifestes d'excursion, expliquant que je voyagerais complètement seul. Elle a confirmé les modifications. J'ai raccroché le téléphone. Je n'avais pas à annuler mon propre bonheur juste parce que ma famille avait fait son choix. Je me suis levé, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai appelé un Uber pour l'aéroport. J'allais en Europe. L'expérience à l'aéroport a été surréaliste. D'habitude, voyager avec mes parents signifiait gérer leur anxiété. Cela signifiait les guider dans les files d'attente de sécurité, leur expliquer comment enlever leurs chaussures et porter les lourds bagages à main pour que mon père ne se fatigue pas le dos. Cette fois, j'ai glissé dans la file prioritaire, complètement libéré. Lorsque l'agent d'embarquement a scanné mon billet de 1re classe, elle a souri et a demandé si je voyageais seul aujourd'hui. J'ai rendu un sourire sincère, complètement détendu, et j'ai dit « oui, juste moi ». Je me suis installé dans mon module de 1re classe. L'agent de bord m'a apporté un verre de champagne millésimé avant même que nous reculions de la porte d'embarquement.
J'ai incliné mon siège, sentant le cuir souple contre mon dos, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie d'adulte. J'ai sorti mon téléphone, j'ai glissé vers le bas pour accéder au centre de contrôle et j'ai appuyé sur le bouton du mode avion. Je n'ai pas seulement mis mes notifications en sourdine. J'ai complètement coupé ma connexion avec le monde extérieur. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail, pas de drame familial. Pour les 8 prochaines heures, j'étais intouchable. Alors que l'avion accélérait sur la piste et s'élevait dans le ciel au-dessus de Chicago, j'ai laissé mon esprit vagabonder vers la cabine économique de la compagnie aérienne à bas prix que mes parents et ma sœur avaient réservée à la dernière minute. J'ai imaginé mon père avec ses mauvais genoux, coincé sur un siège du milieu. J'ai imaginé Vanessa se plaignant du manque d'espace pour les jambes et de la nourriture terrible de l'avion. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils supposaient que parce que j'étais le bon fils obéissant, j'étais simplement rentré chez moi et les avais laissés hériter de mes magnifiques vacances. Ils supposaient que les hôtels les accueilleraient comme par magie à bras ouverts. Ils volaient aveuglément vers un mur de béton massif de leur propre fabrication. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité à ce sujet. J'ai dormi pendant 6 heures d'affilée. C'était le sommeil le plus profond et le plus paisible que j'ai connu depuis des années. Lorsque nous avons commencé notre descente vers Paris, l'hôtesse de l'air m'a réveillé en douceur avec un expresso frais et un croissant chaud. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'architecture tentaculaire et magnifique de la capitale française briller dans la lumière du matin. La tour Eiffel se dressait au loin, coupant la brume matinale. Après avoir passé la douane, je suis sorti du terminal et j'ai trouvé mon chauffeur privé tenant une pancarte avec mon nom dessus. Il a pris mes bagages, a ouvert la porte d'une élégante berline noire et m'a conduit au cœur de la ville. L'hôtel que j'avais réservé était un établissement légendaire 5 étoiles juste au bord du fleuve. Quand je suis entré dans le grand hall, le parfum des lys frais et du marbre poli a rempli l'air. La réceptionniste m'a accueilli par mon nom. Elle m'a remis la carte clé de la suite de luxe que j'avais initialement réservée pour 3 personnes. Lorsque le chasseur a ouvert la porte de la suite, cela m'a coupé le souffle. C'était immense. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique complètement dégagée sur la tour Eiffel. Sur la table à manger, il y avait un seau de glace contenant une bouteille gratuite de champagne de qualité supérieure, accompagné d'un mot manuscrit de la direction félicitant mes parents pour leur 40e anniversaire. J'ai donné un généreux pourboire au chasseur et j'ai verrouillé la porte derrière lui. Je me suis dirigé vers la table, j'ai ramassé la carte d'anniversaire et je l'ai tranquillement déchirée en petits morceaux, les laissant tomber dans la poubelle. Ensuite, j'ai fait sauter le bouchon du champagne. Je me suis versé un seul verre, je me suis dirigé vers le balcon et j'ai levé mon verre vers les toits de Paris. Voici la fin d'une époque, ai-je chuchoté pour moi-même. Ma première matinée à Paris a commencé par un rappel brutal de la réalité que j'avais laissée derrière moi. Après avoir profité d'un petit déjeuner copieux et décadent en service d'étage sur mon balcon, j'ai finalement désactivé le mode avion et connecté mon téléphone à l'internet sans fil au débit de l'hôtel. Instantanément, mon téléphone a vibré violemment alors que des dizaines de notifications affluaient. Il y avait des appels manqués de mon père, des SMS de ma mère me demandant si j'étais bien rentré à la maison, et de manière très prévisible, un barrage d'alertes de médias sociaux. J'ai ouvert mon application de médias sociaux et j'ai vu exactement ce que j'attendais. Vanessa avait téléchargé un album photo massif. Il y avait des selfies floues d'elle et de mes parents à la porte d'embarquement à Chicago. Il y avait une photo d'une tasse de café bon marché de l'aéroport avec une légende qui disait « Départ pour Paris pour une réinitialisation familiale bien nécessaire, tellement bénie ». Il y avait même un long paragraphe complètement fabriqué expliquant comment mes parents l'avaient surprise avec ce voyage parce qu'ils savaient à quel point elle avait travaillé dur sur sa santé mentale. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois. Elle n'a pas mentionné que le voyage était mon cadeau. Elle réécrivait activement l'histoire en temps réel, se présentant comme la fille bien-aimée s'embarquant dans une aventure européenne magique. Selon son récit, c'était leur voyage, et tout allait parfaitement bien. J'ai ressenti une brève bouffée de chaleur de colère, mais elle a disparu presque instantanément. Laissez-la avoir ses mensonges, ai-je pensé. Je n'ai répondu à aucun des messages. Je n'ai pas commenté les photos. J'ai simplement sélectionné tous les fils de discussion de ma famille et je les ai déplacés vers un dossier d'archives caché. J'ai mis leur sonnerie spécifique en sourdine. Je n'allais pas laisser leur théâtre toxique gâcher ma journée. Je me suis habillé avec un élégant costume en lin et je suis descendu dans le hall de l'hôtel.
J'avais quelques heures à tuer avant ma visite en solo programmée du Louvre. Alors que je regardais un plan de la ville près du bureau de la conciergerie, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle s'est présentée comme Camille, l'une des agentes de liaison culturelle employées par l'hôtel pour aider les invités VIP à naviguer dans la ville. Elle a remarqué que j'étais seul et a demandé si mes compagnons de voyage se reposaient à l'étage. Je l'ai regardée, une parfaite inconnue dans un pays étranger, et j'ai décidé de dire la vérité. Je lui ai dit que ma famille avait décidé de prendre un compagnon de voyage différent à la toute dernière minute, alors je suis venu seul. Camille ne m'a pas jeté un regard de pitié, et elle n'a pas non plus agi de manière outrée. Elle a simplement hoché la tête pensivement comme si c'était un événement parfaitement normal. Puis elle a souri et a dit, « Eh bien, si vous êtes seul, alors nous devons nous assurer que vous voyez le vrai Paris. Pas seulement les monuments, mais l'âme de la ville. » Pendant les 3 heures suivantes, Camille m'a emmené faire une visite à pied du Paris caché. Nous avons marché à travers des cours pavés tranquilles que les touristes ne trouvent jamais. Nous avons visité une minuscule boulangerie familiale où le propriétaire a insisté pour que je goûte sa pâtisserie signature fraîchement sortie du four. Nous avons passé 1 heure dans une librairie de quartier magique et poussiéreuse à parler de philosophie française avec le propriétaire excentrique. Alors que nous marchions le long du fleuve, Camille m'a demandé ce que je ressentais à l'idée de voyager seul. J'ai admis que j'avais passé toute ma vie à essayer d'être utile à d'autres personnes et que le fait d'être complètement égoïste ne me semblait pas naturel. Camille s'est arrêtée de marcher et m'a regardé sérieusement. Elle a dit, « Peut-être que l'univers a dégagé le chemin pour que vous puissiez enfin vous rencontrer. Vous ne pouvez pas verser à partir d'une tasse vide, Carter. Profiter de votre propre vie n'est pas un crime. » Ces mots m'ont frappé avec une clarté profonde. Pendant 34 ans, j'avais défini mon existence par ma capacité à subvenir aux besoins de mes parents et à les protéger des échecs de Vanessa. Debout là, au milieu de Paris, respirant l'air frais, j'ai réalisé que j'avais le droit d'exister tout simplement. J'avais le droit d'être heureux simplement parce que j'étais en vie. Le processus de guérison avait officiellement commencé. Le retour de karma a eu lieu lors de ma 2e nuit à Paris, juste au moment où le soleil se couchait sur la Seine. J'étais habillé d'un costume sur mesure, assis à une table privée éclairée aux bougies près de la fenêtre d'un luxueux bateau-restaurant vitré. J'avais conservé la réservation pour le dîner croisière premium que j'avais initialement réservé pour l'anniversaire de mes parents. Alors que le serveur me versait un verre d'un exquis vin de Bordeaux, j'ai ressenti un bourdonnement familier dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier d'archives caché. Le ton des messages de ma famille avait radicalement changé. Les fausses publications joyeuses sur les réseaux sociaux s'étaient complètement arrêtées. À la place, il y avait une série de messages textes de plus en plus frénétiques et paniqués de ma mère, suivis de plusieurs appels manqués de mon père. J'ai ouvert le fil de messages et j'ai lu le chaos se dérouler en temps réel. Le premier message de ma mère, envoyé il y a 3 heures, disait « Carter, nous sommes à l'hôtel à Paris, mais la réception est complètement déraisonnable. Ils nous disent qu'ils n'ont pas de réservation à notre nom. S'il te plaît, envoie-moi le numéro de confirmation immédiatement. » 1 heure plus tard, un autre message. Carter, réponds à ton téléphone. Le directeur dit que la réservation a été modifiée pour une seule personne et que la suite est déjà occupée. Il ne nous laisse pas monter. Vanessa est très contrariée. Rappelle-moi tout de suite. 30 minutes après cela. C'est un désastre. L'hôtel est complet à cause d'un événement de la Fashion Week. Nous n'avons nulle part où loger. Le service de voiture privée dont tu nous avais parlé ne s'est pas présenté à l'aéroport non plus. Que se passe-t-il? Et enfin, le message le plus récent. Dégoulinant de désespoir, nous sommes allés au quai pour le dîner croisière ce soir, mais ils nous ont refoulés. Ils ont dit que les billets avaient déjà été scannés. Carter, où es-tu? Nous sommes assis dans un café avec nos bagages, et nous n'avons aucun endroit où dormir. Je me suis adossé à ma chaise en velours moelleux, tenant mon téléphone, et j'ai regardé par la fenêtre la tour Eiffel illuminée dériver devant le bateau. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon vin. Ils avaient réellement cru qu'ils pouvaient simplement échanger un passager à la toute dernière seconde sans le dire à la compagnie aérienne, aux hôtels ou aux voyagistes. Ils avaient aveuglément supposé que mon argent ouvrirait simplement et automatiquement la voie à Vanessa et que le monde de luxe que j'avais organisé s'inclinerait et accepterait quiconque se présenterait. Mais l'hôtellerie européenne haut de gamme ne fonctionne pas comme ça. La sécurité est stricte. Les noms sur les réservations doivent correspondre au passeport.
Quand j'ai dit au concierge de tout modifier pour une personne, cela les a définitivement exclus du royaume que j'avais construit. Ils étaient bloqués dans l'une des villes les plus chères du monde, sans hôtel, sans réservation et avec des fonds très limités parce qu'ils avaient dépensé leur argent de rechange pour acheter le billet d'avion de dernière minute de Vanessa. La réalité de leur choix s'était finalement abattue sur eux. Je n'ai pas répondu. J'ai remis mon téléphone dans ma poche, j'ai pris ma fourchette et j'ai savouré une assiette parfaite de canard rôti. Je n'allais pas les secourir. Pas cette fois. Au moment où j'ai quitté l'hôtel de Paris et pris un vol rapide de 2 heures pour Rome, mon état d'esprit s'était complètement transformé. L'anxiété lourde et étouffante qui me suivait partout avait disparu. Je me sentais léger. Je me sentais intouchable. Rome m'a accueilli avec un soleil doré brillant et le chaos magnifique et enivrant qui définit la ville éternelle. L'agence de voyage avait parfaitement communiqué ma situation. Lorsque je suis arrivé au palais historique rénové près du Vatican, le personnel m'a accueilli avec une véritable chaleur, m'offrant un verre de Prosecco et un surclassement de chambre gratuit vers une incroyable suite pentouse avec une terrasse donnant sur les anciens dômes de la ville. J'ai passé ma première après-midi à Rome, à flâner dans les rues pavées, à manger des glaces et à écouter les musiciens de rue. J'ai réalisé à quel point j'appréciais l'absence de plainte. Si Vanessa avait été là, elle se serait plainte de la chaleur, se serait plainte que ses pieds lui faisaient mal, et aurait exigé que nous retournions à l'hôtel pour qu'elle puisse prendre des selfies esthétiques devant le miroir. Si mes parents étaient là, je serais stressé par la mobilité de mon père et les plaintes alimentaires de ma mère. Être seul signifiait une liberté totale et absolue. Le point culminant de l'étape romaine a été la visite privée du Vatican. Parce que j'étais seul, le guide historien de l'art a adapté toute l'expérience à mes intérêts spécifiques. Nous avons contourné les files d'attente massives et atrocement longues de touristes et avons marché dans les couloirs sacrés et silencieux. Lorsque nous nous sommes finalement tenus sous le plafond de la chapelle Sixtine, entourés par les chefs d'œuvre à couper le souffle de Michel-Ange, un profond sentiment de perspective m'a envahi. J'ai levé les yeux vers les personnages peints, complètement submergés par l'histoire et l'ampleur de la pièce. Dans cet espace calme et sacré, j'ai réalisé à quel point le drame toxique de ma famille était incroyablement petit. La culpabilité que je portais depuis 34 ans, le besoin désespéré d'être le parfait pourvoyeur. Tout cela s'est évaporé. J'ai enfin compris que je ne devais pas ma santé mentale à mes parents. Je ne leur devais pas mon avenir financier juste parce qu'ils m'avaient donné la vie. Et je ne devais certainement pas à ma sœur un voyage gratuit à travers l'âge adulte. Je suis sorti du Vatican dans la brillante après-midi romaine avec l'impression de m'être débarrassé d'une armure émotionnelle de 100 livres. J'étais prêt à les affronter. Je savais que la confrontation approchait et pour la première fois, je n'en avais pas peur. L'explosion s'est produite alors que j'étais assis à un petit café en plein air près du Panthéon en buvant un expresso. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un SMS cette fois. C'était un appel téléphonique direct de mon père. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis préparé mentalement et j'ai appuyé sur accepter. Matthew, la voix de mon père s'est brisée à la seconde où j'ai répondu. C'était un mélange terrible de panique, d'épuisement et de colère. Nous avons un problème massif. Où es-tu? Je suis à Rome, ai-je répondu, gardant ma voix complètement neutre et calme. Il y a eu un silence de mort sur la ligne pendant environ 3 secondes. Puis le barrage a cédé. Je pouvais entendre ma mère pleurer de manière hystérique en arrière-plan et Vanessa crier quelque chose d'inintelligible. Tu es en Europe, a crié mon père, le choc évident dans sa voix. Comment as-tu pu faire ça? Nous dormons dans une auberge de jeunesse bon marché, terrible et sale, en périphérie de Paris depuis 2 jours. L'hôtel de luxe nous a refoulés. Les visites nous ont refoulés. Nous n'avons plus d'argent pour de beaux hôtels parce que nous l'avons dépensé pour faire venir Vanessa ici. Je me suis adossé à ma chaise. Eh bien, ai-je dit calmement. J'ai dit au concierge de modifier toutes les réservations pour une personne. Moi. Puisque vous avez décidé d'amener Vanessa au lieu de moi, j'ai décidé de partir en vacances seul. Ma mère a arraché le téléphone à mon père. Carter, comment as-tu pu être aussi cruel, a-t-elle sangloté, jouant la carte ultime de la victime. Nous sommes ta famille. Nous sommes bloqués dans un pays étranger. Tu nous as piégés pour que nous échouions. Tu dois nous virer de l'argent tout de suite pour que nous puissions réserver un hôtel convenable. Vanessa fait une dépression nerveuse à cause du stress. Mon cœur ne s'est pas adouci. Il s'est transformé en pierre.
Je ne vous ai pas piégé pour que vous échouiez, maman, ai-je dit, ma voix tombant dans un registre bas et glacial. J'ai planifié un voyage pour nous trois. Je l'ai payé avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes. C'est vous qui avez décidé de voler ma carte d'embarquement et de la remettre à Vanessa dans l'allée. Vous avez fait un choix. Vanessa a attrapé le téléphone. Tu es un monstre égoïste et dégoûtant, a-t-elle crié dans le combiné. Tu as tout cet argent et tu laisses tes parents âgés dormir dans un dépotoir. Tu l'as fait exprès. J'ai en fait ri. Un rire sec et sans humour. Je ne t'ai pas invité en Europe, Vanessa, lui ai-je dit directement. Tu t'es invité à un voyage qui n'était pas le tien. Je n'ai simplement pas annulé mes propres vacances à cause de tes choix avides. Tu voulais des vacances gratuites en Europe. Félicitations. Tu es en Europe. Profite de l'auberge. J'ai entendu mon père reprendre le téléphone, implorant maintenant. Fils, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur, mais nous sommes dépassés ici. J'ai pris une gorgée de mon expresso. Il y a des transports en commun à Paris, papa. Il y a des visites à pied gratuites. Des millions d'étudiants parcourent l'Europe chaque année avec un budget restreint. Je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller tous les trois. Bon voyage. J'ai raccroché le téléphone. Je ne les ai pas bloqués, mais j'ai de nouveau mis la conversation en sourdine. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé mon meilleur ami, Derek, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Derek a ri si fort qu'il s'est étouffé avec sa boisson. Il m'a dit que c'était la chose la plus brillante et la plus satisfaisante que j'ai jamais faite de ma vie. Il a complètement validé ma décision, me rappelant que si je les tirais d'affaire maintenant, la leçon serait entièrement perdue. Le karma ultime s'est matérialisé. Le lendemain même, j'ai reçu un bref SMS de mon père. Il s'est avéré que Vanessa, complètement incapable de gérer l'adversité, les transports en commun ou les lits d'auberge bon marché, avait fait une énorme crise de colère. Elle avait blâmé mes parents pour le voyage gâché, exigé qu'ils lui achètent un billet de retour pour Chicago, et les avait abandonnés. Elle est rentrée tôt à la maison, laissant mes parents âgés complètement seuls pour naviguer dans Paris avec un budget très serré. L'enfant gâté avait finalement montré ses vraies couleurs, et mes parents étaient aux premières loges du désastre qu'ils avaient créé. Au moment où je suis arrivé à Barcelone pour la dernière étape de mon voyage, la poussière avait commencé à retomber. L'énergie vibrante et chaleureuse de la côte espagnole était exactement ce dont j'avais besoin pour assimiler tout ce qui s'était passé. Ma suite était située dans un magnifique complexe en bord de mer, offrant le son des vagues s'écrasant directement depuis mon balcon. Lors de ma première journée complète à Barcelone, j'ai visité le parc Güell, la célèbre merveille architecturale créée par Antoni Gaudí. Alors que je prenais des photos des incroyables carreaux de mosaïque surplombant la ville, j'ai entamé la conversation avec un photographe local nommé Diego. C'était un homme chaleureux et perspicace dans la cinquantaine qui avait remarqué que je voyageais seul et que je prenais un temps inhabituel pour cadrer mes photos. Nous avons fini par prendre des tapas et des bières dans un petit café local à proximité. Je me suis retrouvé à raconter à Diego toute la saga de mon voyage, de la trahison dans l'allée à l'appel téléphonique à Rome. Je lui ai dit que malgré le fait de me sentir incroyablement libéré, une petite part tenace de moi ressentait encore un pincement persistant de culpabilité pour avoir laissé mes parents se débrouiller seuls dans des auberges européennes bon marché. Diego a écouté silencieusement, s'essuyant la bouche avec une serviette avant de me regarder avec des yeux intenses et gentils. Dans ma culture, a-t-il dit, la famille est tout. Nous saignons pour nos familles. Mais il y a une différence massive entre soutenir sa famille et lui permettre de vous détruire. Le respect de soi n'est pas de l'égoïsme, mon ami. Vous ne pouvez pas vraiment donner aux autres si vous vous épuisez constamment. Si vous aviez cédé ce voyage à votre sœur, vous auriez détesté vos parents pour toujours. En vous éloignant, vous les avez forcés à voir enfin la vérité. Ces paroles ont résonné profondément. Il avait raison. Quand je suis retourné à mon hôtel ce soir-là, j'ai vérifié mon dossier d'archives caché. Il y avait un nouveau long message texte de mon père. C'était complètement différent des appels frénétiques et colériques de Rome. Le texte disait, « Carter, ta mère et moi avons passé les 4 derniers jours à nous promener dans Paris et Rome, à loger dans des endroits où nous n'avions pas logé depuis que nous avions une vingtaine d'années. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir, surtout après que Vanessa nous a abandonnés à la seconde où les choses sont devenues difficiles. Nous te devons les plus grandes excuses de nos vies.
Nous avons été complètement aveuglés par notre besoin de protéger ta sœur et nous avons horriblement abusé de ta générosité. Nous t'avons pris pour acquis. Nous savons que des excuses ne réparent pas ce que nous avons fait dans cette allée, mais nous sommes profondément et sincèrement désolés. Nous prenons l'avion pour quitter Rome dans 2 jours. Nous t'aimons. J'ai regardé l'écran. Il n'y avait pas d'excuses, aucune mention de la dépression de Vanessa, aucune demande d'argent, juste un aveu de culpabilité brut et honnête. Sans Vanessa là pour empoisonner leurs perspectives et manipuler leurs émotions, la réalité avait finalement percé leur illusion. J'ai passé toute cette nuit assis sur mon balcon à Barcelone, écoutant la mer Méditerranée, débattant de ce qu'il fallait faire ensuite. Je savais que je ne voulais pas couper mes parents de ma vie pour toujours. Malgré leurs échecs massifs et leur encouragement toxique envers ma sœur, ils étaient toujours les personnes qui m'avaient élevé. Ils avaient travaillé dur pour garder un toit au-dessus de ma tête quand j'étais enfant. L'ancienne dynamique était complètement morte. Je m'en étais assuré, mais peut-être qu'une nouvelle relation pouvait être construite sur les cendres. Une relation bâtie sur des limites inébranlables. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email à mes parents. Je ne voulais pas les appeler. Je voulais que tout soit par écrit pour qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu. J'ai écrit, « Papa, maman, j'apprécie vos excuses. Je suis actuellement à Barcelone. J'ai une suite immense et il me reste 2 jours de ce voyage, incluant des réservations dans un incroyable restaurant en bord de mer. Je suis prêt à vous acheter 2 billets d'avion à bas prix pour voler de Rome à Barcelone cet après-midi, afin que vous puissiez passer les 2 derniers jours de ce voyage avec moi. Mais j'ai ajouté un ensemble strict de conditions. J'ai écrit, si vous venez, nous ne parlons pas de Vanessa. Nous ne discutons pas de ses problèmes, de ses finances ou de son départ anticipé. Vous êtes ici en tant que mes invités à mes conditions. Si vous pouvez accepter cela, faites vos valises. Ils ont répondu dans les 10 minutes. L'email disait simplement, nous acceptons tout. Merci. Nous te verrons à l'aéroport. Les attendre à la porte des arrivées de l'aéroport de Barcelone a été l'un des moments les plus surréalistes de ma vie. Lorsqu'ils ont finalement franchi les portes coulissantes en verre, j'ai failli ne pas les reconnaître. Ils avaient l'air épuisés. Mon père portait leur unique valise partagée, les épaules affaissées. Ma mère avait l'air humble, sa posture fière habituelle complètement disparue. Les auberges bon marché et le stress de la navigation dans les transports en commun avaient clairement eu un impact physique sur eux. Mais la différence la plus frappante était l'énergie entre nous. La dynamique du pouvoir avait officiellement et définitivement changé. Quand je me suis approché d'eux, ils ne m'ont pas traité comme le distributeur automatique obéissant. Ma mère a hésité avant de me serrer dans ses bras, comme si elle demandait la permission. Mon père m'a serré la main fermement, me regardant droit dans les yeux avec un respect nouveau. « Merci de nous avoir amenés ici, Carter », a dit doucement mon père. « Nous ne méritons vraiment pas cela. » Je les ai regardés en ressentant une autorité calme et silencieuse. « Vous avez raison », ai-je dit doucement mais fermement. « Vous ne le méritez pas. Mais nous sommes ici maintenant. Allons à l'hôtel. » Les 2 derniers jours à Barcelone ont été guérisseurs, mais ils n'ont pas été magiques. Je ne me faisais aucune illusion sur le fait qu'un grand geste ou des excuses sincères pourraient instantanément effacer des décennies de conditionnement familial toxique. Cependant, il y avait un profond sentiment de paix. Nous avons marché le long de la plage. Nous avons visité le quartier gothique et nous avons réellement parlé. Vraiment parlé. Le moment décisif a eu lieu lors de notre dernier dîner. Nous étions assis dans un beau restaurant surplombant la mer. Le ciel était peint de teintes brillantes de rose et d'orange. Alors que nous terminions notre vin, mon père a posé son verre et m'a regardé. « Nous avons ruiné Vanessa », a-t-il admis, la voix lourde de regret. « Nous avons passé 30 ans à la protéger de chaque conséquence, et cela a fait d'elle quelqu'un qui abandonnerait ses propres parents âgés dans un pays étranger à la seconde où ses vacances de luxe s'évaporeraient. Et pire, nous t'avons utilisé pour financer nos erreurs. Nous avons traité ton succès comme un atout familial plutôt que comme ton propre accomplissement. » Ma mère a hoché la tête, essuyant une larme de son œil. « Nous avons fini, Carter », a-t-elle dit avec une finalité absolue. Nous coupons les vivres à Vanessa financièrement. Plus de chèques de loyer. Plus de renflouement de ses cartes de crédit. Nous allons lui suggérer une thérapie, mais nous ne la portons plus. Je les ai écoutés, hochant lentement la tête.
C'était la validation dont j'avais eu envie toute ma vie, mais étrangement, je n'en avais pas besoin aussi désespérément qu'avant. Je m'étais déjà validé moi-même. Je leur ai simplement dit que j'appréciais leur honnêteté et que je les tiendrais à cette promesse. Le vol de retour vers Chicago a été très différent du vol vers Paris. Nous sommes rentrés ensemble, mais cette fois les limites étaient claires. Je suis retourné à mon appartement en me sentant ancré, épuisé, mais fondamentalement changé. Le véritable test de cette nouvelle réalité s'est produit une semaine après notre retour. Vanessa m'a envoyé un SMS me demandant de me rencontrer pour un café. Elle voulait jouer la victime, affirmant que nos parents l'avaient maltraitée émotionnellement à Paris et qu'elle avait besoin d'un prêt pour couvrir son loyer parce qu'elle était trop traumatisée pour chercher un emploi. Je l'ai rencontrée dans un café local. Je me suis assis en face d'elle, j'ai regardé ses yeux remplis de larmes et je n'ai absolument rien ressenti. Aucune culpabilité, aucune obligation. Vanessa, ai-je dit, coupant son long monologue dramatique. Je t'aime, mais la banque de Carter est définitivement fermée. Je ne te donnerai pas un seul centime. Je ne co-signerai pas de bail. Je ne rembourserai pas de carte de crédit. Si tu veux prendre un café et parler de la vie, je suis là. Mais les renflouements financiers sont terminés pour toujours. Elle m'a dévisagé, la bouche grande ouverte. Quand elle a réalisé que j'étais tout à fait sérieux, les larmes ont disparu, remplacées par un regard froid et furieux. Elle m'a traité de sociopathe cupide, a attrapé son sac à main et est sortie en trompe du café. Je suis resté assis là, j'ai fini mon café noir et j'ai profité du doux bourdonnement du café. C'était la tasse de café la plus paisible que j'ai jamais bu. Le voyage en Europe ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. Il ne m'a pas acheté la dynamique familiale parfaite que je pensais vouloir. Au lieu de cela, il m'a donné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il m'a donné ma liberté. Il m'a appris que je ne suis pas responsable de sauver les personnes qui sont déterminées à se noyer, et que le plus grand cadeau que l'on puisse jamais s'offrir est le courage de s'éloigner. Alors, j'ai besoin de votre point de vue. Ai-je été trop dur de laisser mes parents âgés souffrir dans des auberges européennes bon marché pendant des jours avant d'offrir cette branche d'olivier à Barcelone? Et suis-je le crétin pour avoir officiellement coupé tout soutien financier et émotionnel à ma sœur? Faites-moi savoir de quel côté vous êtes. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. À la prochaine vidéo.